dans un paisible village de montagne recouvert de neige, un homme noir, solitaire, vit dans une petite cabane. Ce soir-là, il aperçoit de minuscules empreintes menant vers un lac gelé mais aucune ne revient en sens inverse. Pris d'inquiétude, il se précipite dehors, découvre 2 fillettes piégées sous la glace et plonge dans l'eau pour les sauver. Il les ramène chez lui, les réchauffe, les nourrit. Ce qu'il ignore, c'est que ces 2 enfants sont les filles disparues d'un milliardaire, et que son acte de bravoure est sur le point de bouleverser sa vie à jamais. Avant de plonger dans cette histoire, dites-nous d'où vous nous regardez ou nous serions ravis de lire vos pensées. Le vent hurlait entre les pins comme une bête affamée, lacérant le calme du village Valpin-sur-Lac, dans le Haute-Montagne. Après des jours de tension, la neige tombait en couches épaisses, tourbillonnant comme des murmures trop urgents pour être ignorés, recouvrant le paysage d'un silence lourd et immobile, comme si le monde retenait son souffle. Dans une petite cabane en bois à la lisière de la forêt, juste au-delà de la dernière route dégagée, Monsieur Marchand remuait une marmite de soupe au-dessus d'un feu crépitant. Ses mains, épaissies par les callosités et le passé, bougeaient avec l'assurance née d'années passées à tout faire seul. La radio sur l'étagère grésilla, sa réception fragile luttant contre la tempête. Conditions de blizzard attendues cette nuit. Tous les services d'urgence sont en alerte. Restez à l'intérieur. Soyez prudents. Il éteignit l'appareil d'un léger clic. La tempête ne lui faisait pas peur. Plus rien ne l'effrayait, en réalité. Monsieur Marchand, autrefois pompier en ville, autrefois mari et père. Aujourd'hui, il n'était plus qu'un homme avec trop d'hiver derrière lui, et trop peu de raisons d'espérer. 3 ans plus tôt, une avalanche soudaine en dehors du village avait enseveli un virage de la route, emportant la seule famille qu'il avait. Sa femme Céline et sa fille de 8 ans, Sabine, rentraient du marché d'hiver lorsque la neige s'était abattue. Les secours étaient arrivés trop tard, les regrets trop tôt. Après cela, il avait quitté la ville, acheté un terrain avec ce qu'il restait de l'assurance vie. Il avait construit cette cabane seul, brique après brique, clou après clou, surtout pour occuper ses mains et oublier à quel point elle se sentait vide. À présent, au cœur de l'hiver, le monde extérieur était figé dans un silence glacé. Il vivait seul, parlait peu, et ne demandait rien si ce n'est le poêle, la radio, et une photo encadrée de 2 fillettes souriantes qu'il n'avait jamais pu se résoudre à déplacer du rebord de la fenêtre. Il versait la soupe dans un bol ébréché lorsqu'il aperçut quelque chose juste au-delà de la vitre embuée ou une perturbation dans l'immaculé. Il s'approcha, essuya le verre de sa manche. Des empreintes. Petites, bien trop petites pour être celles d'un adulte. 2 séries côte à côte, menant du bord de la forêt au lac gelé. Quelque chose en elle lui serra le ventre. Aucune empreinte ne revenait. Il attrapa son manteau au crochet et sortit sans réfléchir. La porte claqua derrière lui, étouffée aussitôt par la neige. Les traces étaient nettes, récentes. Il les suivit à grandes enjambées, plissant les yeux contre le vent. Elles menaient droit au lac encore trop tôt dans la saison pour qu'il soit complètement gelé. Le cœur d'Étienne Marchand se mit à battre lentement, avec une régularité grave, comme si son corps se souvenait de ce qu'il s'était forcé à oublier, le moment juste avant la tragédie. Il s'arrêta là où les empreintes s'arrêtaient. Aucune trace de lutte, aucun chemin de retour. Juste un silence long et gelé. Puis, il l'entendit faiblement. Un son étouffé, aigu, désespéré. Il s'agenouilla, pressant l'oreille contre la glace. Un cri d'enfant, distordu par l'eau et la panique, lui parvint. Il n'hésita pas. Il frappa la glace du coude, 1 fois, 2 fois. Encore. La surface craqua, se fendillant comme un éclair. Au 4e coup, elle céda dans un fracas sourd. Le froid l'engloutit instantanément, une morsure féroce qui lui coupa le souffle et écrasa sa poitrine. Mais il ne paniqua pas. Il s'était déjà entraîné pour cela, autrefois. Avant le silence. Avant le deuil. Sous la surface fracturée, 2 petits visages le fixaient, les yeux remplis de terreur, les bouches grandes ouvertes dans des cris que l'eau étouffait. Une main frappait frénétiquement la glace, minuscule. Il tendit la sienne.
Ses doigts tâtonnèrent à l'aveugle dans l'obscurité glacée jusqu'à ce qu'ils se referment sur un poignet, puis un autre. Il tira, les dents serrées, les poumons en feu, jusqu'à ce que leur corps perce enfin la surface. Il les hissa vers la rive. Les poussa sur la terre ferme. Puis il sortit à son tour, ruisselant, grelottant. Le vent le gifla. Mais elles respiraient, toutes les deux. Les fillettes tremblaient, agrippées l'une à l'autre comme du lierre autour d'un arbre. Il les prit dans ses bras et entreprit le long retour. Chaque pas plus lourd que le précédent, ses bottes brisant la croûte de neige. La chaleur du feu ne lui avait jamais semblé aussi lointaine. Il ne parla pas. Elle non plus. Pas au début. Lorsqu'enfin la cabane apparut au loin, les doigts d'Étienne Marchand étaient engourdis et son corps tremblait violemment. Il ouvrit la porte, la referma d'un coup de pied, puis s'agenouilla près du feu. Il leur retira leurs manteaux trempés, les enveloppa dans des couvertures, mit de l'eau à bouillir. Puis il s'assit à côté d'elle, pas trop près, juste assez pour qu'elle sache qu'elle n'était pas seule. L'aîné, guère plus âgé que 6 ans, le regarda avec des yeux vitreux. Elle ne parlait pas. Elle regardait seulement. Ses lèvres étaient bleues. Sa sœur était blottie contre elle. Étienne Marchand raviva le feu avec des bûches supplémentaires. La pièce s'illumina d'une lueur orangée. La marmite commença à chanter. Dehors, la neige continuait de tomber. Dedans, le monde s'était réduit à cela, 3 survivants, respirant, clignant des yeux, se réchauffant autour d'une flamme qui refusait de s'éteindre. Étienne Marchand entretint le feu pendant des heures, clignant à peine des yeux, ses vêtements détrempés fumant sous l'effet de la chaleur alors qu'il séchait sur son corps. Il ne posa aucune question. Pas encore. Les fillettes étaient encore trop engourdies pour parler et leur corps tremblait, leurs yeux vitreux, figés par la peur et le froid. Il les enveloppa de couches de couverture, de son vieux manteau de laine, même de la couverture usée que Célina avait tissée avant que le monde ne devienne tranchant et fragile. À l'aube, l'aînée, celle qu'il avait regardée la première, prononça un mot. Un seul. Sa voix résonna comme la glace qui craque sous le poids. Étienne Marchand acquiesça. Nous sommes là, murmura-t-il doucement en s'agenouillant pour verser de l'eau chaude dans 2 tasses ébréchées, y mêlant une cuillerée de miel qu'il réservait pour les urgences. Tu as bien tenu. Claire baissa les yeux vers la petite fille recroquevillée contre elle. Élodie. Sa main reposait sur son dos, en geste de protection. Élodie ne leva pas la tête, gémit à peine, ses doigts accrochés au bord du t-shirt de Claire. Étienne Marchand leur tendit lentement les tasses, les laissant sentir la chaleur contre leurs paumes avant de les encourager à boire. Elles le firent à petites gorgées, sans jamais détourner les yeux de lui. Il savait que la confiance ne se gagnait pas facilement dans des tempêtes pareilles. Mais la chaleur, le calme et une présence constante, voilà des langages que même la peur comprenait. Peu, à mesure que les fillettes se réchauffaient, leur peau pâle reprenait une teinte rosée. Leurs membres se relâchèrent de l'étreinte glaciale. Elles étaient vivantes. Toujours silencieuses, mais vivantes. C'était suffisant pour l'instant. Dehors, la tempête s'était apaisée. La neige tombait encore, mais en spirale douce, sans plus frapper les vitres comme pendant la nuit. Étienne Marchand se tenait debout près de la fenêtre, les mains posées sur le cadre, observant l'horizon qui pâlissait en un gris tranquille. Quelque chose le troublait au fond de son esprit, un fil tendu à chaque respiration. 2 enfants seuls, en pleine tempête, sans manteau assez épais pour voyager. Sans équipement, sans adulte en vue, quelque chose clochait. Il se retourna, s'accroupit près du canapé, la voix basse. « Où étiez-vous avant le lac ?» Claire hésita, se mordant la lèvre inférieure, puis murmura. La grande maison, elle était élégante, avec des escaliers en verre. Il n'y avait pas de maison comme ça à Valpin-sur-Lac, du moins, pas de façon permanente. Il se souvint de ce centre de villégiature ouvert il y a quelques années, un refuge hivernal ultra privé niché au cœur de la forêt, pour ceux dont l'argent ne gelait jamais. « Vous étiez là-bas avec votre papa et votre maman ?» demanda-t-il prudemment. Aline bougea pour la première fois et souffla. « Juste maman.
Claire acquiesça, son visage soudainement plus vieux que son âge. Elle nous a dit d'attendre dans la chambre, mais on s'ennuyait. La neige avait l'air amusante. Elle baissa les yeux, sa voix devenue toute petite. On voulait faire du patin. Elle nous disait toujours d'essayer de nouvelles choses. La mâchoire d'Étienne Marchand se crispa légèrement. Leur mère savait-elle qu'elles étaient parties? Claire secoua la tête. Elle te parlait au téléphone. Elle devient très silencieuse quand elle a peur. On est sorti en cachette. Il y avait un sentier. Il menait au lac. Aline ajouta, presque inaudible. La glace s'est brisée. Étienne Marchand expira lentement, de façon régulière. Il se leva, se dirigea vers l'étagère au-dessus de la cheminée et sortit l'ancienne radio à transistor qu'il gardait pour les urgences. Il l'alluma, tourna le bouton à travers la statique jusqu'à ce qu'une voix grésillante, mais compréhensible, émerge. Charlotte Beaumont. Fille disparue vue pour la dernière fois. Domaine des Sapins Blancs. Les recherches ont été suspendues pour la nuit à cause de la tempête. Il fixa la radio, le nom résonnant dans sa poitrine comme une cloche. Beaumont, ce nom lui disait quelque chose. Une magnate de la tech, milliardaire, à la tête d'un empire de logiciels de sécurité. Il l'avait vue une fois dans un reportage, debout devant une tour scintillante à nouvelle lumière, portant des lunettes de soleil si sombres qu'on ne pouvait rien voir à travers. Charlotte Beaumont-sur-Rivière ne passait pas ses vacances dans des endroits comme Valpin-sur-Laqueux. Et pourtant, voilà ses filles dans son salon, encore tremblantes, leur vie suspendue à quelques centimètres de glace et à la décision d'un homme d'agir. Il éteignit la radio et les regarda de nouveau. Claire coiffait les cheveux d'Élodie, fredonnant quelque chose de faux mais familier. Elle leva les yeux vers lui avec une lueur d'espoir. Maman sera-t-elle en colère? Étienne Marchand secoua doucement la tête. Elle ne dira rien. Elle sera simplement très heureuse que vous alliez bien. Il n'ajouta pas le reste qu'elle devait être hors d'elle, qu'elle avait sûrement remué ciel et terre pour les retrouver. Que lorsqu'un parent perd de vue un enfant, ne serait-ce qu'un instant, le monde entier s'effondre. Vers la fin de la matinée, les routes s'étaient suffisamment dégagées pour qu'il puisse faire confiance à son vieux pick-up. Étienne Marchand enveloppa les filles dans tout ce qu'il trouva de chaud, 2 écharpes de Céline, les vieilles moufles de Sabine, sa chemise en flanelle la plus épaisse. Il plaça un thermos de soupe et une couverture supplémentaire sur le siège arrière. Aline s'agrippa à sa main tandis qu'il l'aidait à monter, et Claire s'installa à côté avec un petit hochement de tête courageux. Ils roulèrent en silence, les pneus crissant sur la neige fraîche, longeant des arbres givrés scintillant comme des fantômes d'argent. L'entrée du complexe apparut comme surgie d'un autre monde. Au portail en fer, caméras de surveillance dissimulées dans des troncs de pin. Une longue allée privée, partiellement ensevelie sous la neige. Les agents de sécurité surgirent à leur arrivée, abaissant aussitôt leurs armes en voyant les fillettes à travers la vitre. Mais ce fut la femme qui courait pieds nus dans la neige qui coupa le souffle d'Étienne Marchand. Charlotte Beaumont-sur-Rivière ne ressemblait en rien à l'image qu'elle renvoyait à la télévision. Son manteau de créateur était grand ouvert, ses cheveux emmêlés, et son visage marqué par une fatigue brute. Lorsqu'elle aperçut ses filles, elle s'effondra à genoux dans la neige avec un son que ni l'un ni l'autre n'oublierait jamais, un cri mêlé d'incrédulité, de soulagement et de douleur. Les fillettes hurlèrent, « Maman !» et bondirent hors du fourgon pour se jeter dans ses bras. Elles sanglotaient dans leurs cheveux, les serrant contre elle comme si la tempête pouvait encore les lui arracher. Ce n'est qu'après que le chaos se fut apaisé, qu'une équipe médicale eut vérifié leur pouls et que quelqu'un eut jeté une couverture sur les épaules de Charlotte, qu'elle se leva et marcha vers Étienne Marchand. Ses lèvres tremblaient, ses yeux rouges et fébriles cherchaient son visage. « Toi !» Sa voix se brisa. « C'est toi qui les as ramenés. » Étienne Marchand ne dit rien. Il inclina légèrement son chapeau, ses doigts tremblant encore à l'intérieur de ses gants. Il n'avait pas besoin de remerciements. Pas vraiment. Mais Charlotte s'approcha, sa voix plus assurée désormais. J'ai mobilisé tous les hommes de cette montagne. Des hélicoptères, des chiens, des drones. Vous étiez seul, dit-elle,
clignant des yeux face au vent. Comment les as-tu trouvés? Elle le regarda sérieusement. Je ne les ai pas trouvés. J'ai juste vu où quelqu'un était allé, et n'était jamais revenu. Parfois, ça suffit. Elle hocha lentement la tête, une larme glissant sur sa joue. Tu les as sauvés, murmura-t-elle. Sa voix était à présent plus douce, sincère. Tu as sauvé mon monde. Il ne sut que répondre. Alors il ne dit rien. Il tourna simplement les talons, retourna à son pick-up et s'éloigna à travers la neige vers sa cabane, son feu, et la photo qui l'attendait encore sur le rebord de la fenêtre. La neige s'était calmée quand Étienne Marchand rentra enfin, bien que le vent continuait de murmurer le long des fenêtres comme s'il se souvenait, lui aussi, de la tempête. Il descendit du véhicule et entra dans le silence de la forêt, la porte grinçant en se refermant derrière lui. À l'intérieur, le feu s'était éteint, une couche de braise luisait faiblement sur le parquet usé. Il s'agenouilla, ajouta 2 bûches, les remua pour raviver les flammes. La maison retrouva sa chaleur. Et pourtant, le silence n'était plus le même. Il semblait désormais vide, comme si quelque chose d'essentiel était parti, et ne reviendrait jamais. Il resta assis longtemps sur la même chaise où Claire s'était blottie, les yeux posés sur le canapé où elle avait fini par s'endormir, ses petits doigts agrippant le bord de la vieille couverture de Céline comme un enfant s'accroche à un radeau. Il ne bougea pas, ne prépara pas de thé, ne lut rien, il resta simplement là, avec la douleur qui l'avait pris par surprise. Il ne s'attendait à ne rien ressentir. Et pourtant, ses fillettes avaient réveillé en lui quelque chose d'ancien et à demi enfoui, une mémoire faite d'histoires murmurées avant de dormir, de rire dans de petites pièces, de bottines près du feu et de l'odeur de flocons d'avoine à la cannelle par des matins d'hiver paisibles. Il pensa à cette femme, Charlotte, à la façon dont elle s'était effondrée dans la neige, comme si la terre elle-même lui rendait ce qu'elle avait un jour menacé de lui enlever. Le regard dans ses yeux en voyant ses enfants d'un soulagement pur, stupéfait, superposé à des heures de panique et de regret. Ce n'était pas une gratitude qu'on pouvait feindre, c'était une reconnaissance qui vous remodèle jusqu'aux os. Il ne savait pas qui elle était avant que la radio ne le dise, mais le nom, Beaumont-sur-Rivière, ne signifiait pas grand-chose pour lui, en tout cas pas en termes d'argent. Il ne suivait pas la bourse, n'avait pas de téléphone. Le seul écran dans la maison était un vieux téléviseur noir et blanc de 25 cm qui ne fonctionnait plus vraiment depuis 2017. Tout ce qu'il savait, c'était ce qu'il avait vu, une mère prête à courir pieds nus dans une tempête de neige, si cela signifiait ne serait-ce qu'un murmure d'espoir. Et, d'une certaine manière, il savait ce que c'était, ce genre de désespoir. Lorsque la neige avait recouvert ses petites filles, il avait creusé à main nue jusqu'à ce qu'on l'arrête, jusqu'à ce qu'on lui dise que c'était fini. Mais ça ne l'était pas. Pas vraiment. Le lendemain matin était arrivé, enveloppé du calme de la neige fraîche. À peine avait-il mis le nez dehors pour fendre du bois qu'il entendit les pneus. Pas le crissement graveleux d'un pick-up, mais le doux murmure du caoutchouc sur la neige tassée. Il se tourna vers la lisière des arbres et la vit, un SUV noir, trop propre pour ses routes. Il s'arrêta juste devant la clôture, et Charlotte Beaumont-sur-Rivière en descendit. Sans maquillage, sans escorte. Juste un manteau épais et une écharpe nouée autour du cou. Elle avançait à pas lents, prudente, comme si elle approchait une créature sauvage susceptible de fuir. Amo s'appuya sur sa hache et attendit. Elle s'arrêta à quelques pas du perron. Sa respiration formait de petites nuées dans l'air glacé. Ses joues étaient rosies par le froid. Je ne savais pas si je trouverais la bonne cabane, dit-elle doucement. Mais Claire s'était souvenue du numéro sur la boîte aux lettres, et elle hocha la tête, les bras croisés contre sa poitrine. « Est-ce qu'elles vont bien ?» demanda-t-elle. Elle sourit alors, petit sourire chargé de tendresse. « Elles vont parfaitement bien. Pas d'engelure, aucun dommage. » Elles se sont réveillées en redemandant de la soupe. Elle hésita. « Vous leur avez sauvé la vie. Vous les avez sauvées. » Il ne répondit pas. À la place, il s'écarta et lui fit signe de monter sur le perron. Elle le suivit, balayant la neige de ses manches,
ses yeux glissant sur les détails de la maison, la rampe ébréchée, les cadres de fenêtres rafistolés. Une petite chaise berçante dont l'un des patins manquait depuis longtemps. Elle accepta tout sans porter de jugement. Lorsqu'il ouvrit la porte, l'air chaud les enveloppa comme une couverture. Elle s'arrêta sur le seuil. « C'est paisible, ici. »« Ça l'est, » répondit Élise. Elle entra, ses bottes crissant légèrement sur les planches. Son regard se posa sur la cheminée, les 2 tasses vides encore posées sur la table basse, la couverture pliée avec une mèche des cheveux d'Élodie encore prise dedans. Quelque chose bougea sur ses épaules. Puis, un souffle qu'elle retenait depuis la veille s'échappa enfin. « Je suis venue te remercier, dit-elle, mais aussi te poser une question. » Étienne Marchand haussa un sourcil, attendant. Charlotte sortit une enveloppe pliée de son manteau. Elle ne la lui tendit pas. « Pas encore. J'ai mobilisé du monde sur cette montagne toute la nuit. Des hélicoptères au sol, des drones gelés, des chiens de recherche épuisés, toute cette technologie, tout cet argent. Et c'est toi, un homme avec rien d'autre qu'un manteau et un instinct, qui les a ramenés à la maison. » Elle le regarda. Le regarda vraiment. Pourquoi? Il haussa les épaules. Ce n'était pas le genre de chose à laquelle on s'attend. Quelqu'un était en danger. Alors on agit. Elle esquissa un léger sourire. La plupart des gens ne le feraient pas. Non. Mais je ne suis plus comme la plupart des gens. Je vois, répondit-elle. Puis elle leva l'enveloppe. C'est quelque chose que je voulais t'offrir. Un cadeau, un geste. Je ne sais pas comment te dire merci autrement. Il ne la prit pas. Il planta simplement son regard dans le sien et dit. Tu ne me dois rien. Charlotte cligna des yeux, la bouche entr'ouverte, puis abaissa lentement l'enveloppe. Alors peut-être, dit-elle doucement, peut-être qu'il ne s'agit pas de dette, mais d'honneur. Elle se recula légèrement, mais sa voix resta assurée. Je veux faire quelque chose pour toi. Pour ce village. Tu m'as rendu ma famille. Je veux redonner quelque chose qui perdure. Étienne Marchand l'observa attentivement. Elle ne jouait pas. Il n'y avait ni journaliste, ni caméra, ni flash. Juste une femme encore secouée par la terreur d'avoir presque tout perdu, qui tentait de rendre quelque chose en retour. Quoi que tu veuilles faire, dit-il enfin, fais-le pour elle. Pour les filles. Pas pour moi. Charlotte hocha la tête, les larmes brillant au coin de ses yeux. Alors appelons cela ainsi, pour les filles. Et pendant un long moment, ils restèrent là, dans la chaleur de cette pièce silencieuse, 2 personnes qui avaient perdu ou failli tout perdre, sans rien en commun, si ce n'est le deuil. Et maintenant peut-être quelque chose de plus, un fil, une histoire qu'ils porteraient ensemble, non pour la gloire, ni pour les applaudissements, mais simplement parce que parfois, lorsque la tempête frappe, la bonté est la seule chose assez forte pour survivre. La neige ne s'était pas arrêtée, mais elle était devenue plus douce. Elle ne frappait plus les toits ni ne pliait les branches de pin jusqu'au sol, mais tombait avec légèreté, comme si elle se souvenait enfin comment être paisible. Étienne Marchand, lui, continuait ses journées comme toujours, entretenant le poêle, coupant du bois, vérifiant la conduite d'eau avant qu'elle ne gèle. Mais même en gardant les mains occupées, quelque chose en lui avait changé. Le silence qu'il portait autrefois comme une armure paraissait désormais plus fin. Touché par les échos de rire près de la cheminée, le petit pois David Garnier endormi sur ses genoux, le regard prudent mais lumineux de Claire. En regardant la neige tomber par la fenêtre, la cabane n'avait pas changé, mais elle ne semblait plus être un refuge réservé à la solitude. Elle semblait maintenant être un lieu qui avait compté. Puis vinrent les moteurs. Pas ceux d'une motoneige, ni le crissement du camion d'un voisin, mais quelque chose de plus doux, bien huilé, délibéré, inconnu. Étienne Marchand sortit, s'essuyant les mains avec un chiffon, les yeux plissés alors qu'une file de camionnettes blanches utilitaires émergeait du virage sur la route enneigée, avançant vers sa cabane comme une procession animée d'un but. La première camionnette s'arrêta juste avant la barrière, et un homme en descendit, vêtu d'un manteau d'hiver,
un dossier sous le bras et un large sourire sur son visage rougi par le vent. Monsieur Raymond Dubois. À Platéil. Bertrand Caron, sur Rivière Propriété. Madame sur Rivière nous envoie. Étienne Marchand haussa un sourcil, les bras croisés devant sa poitrine. Et pourquoi vous envoie-t-elle? Brent élargit son sourire, sortit un plan roulé de son manteau et lui donna une petite tape. Eh bien, elle a dit que vous poseriez probablement cette question. Il avait aussi dit de ne pas partir tant que nous n'avions pas commencé. Il avait mentionné quelque chose à propos des gens silencieux qui font des choses bruyantes quand personne ne les regarde. En moins d'une heure, les ouvriers s'étaient dispersés sur la propriété comme s'ils l'avaient toujours connue. Les vieilles marches se sont effondrées, de nouvelles structures d'isolation ont été dressées, les fenêtres mesurées puis remplacées par du double vitrage qui ne tremblait plus au moindre coup de vent. Ils travaillaient vite, efficacement, mais avec respect, comme s'ils comprenaient que ce n'était pas simplement un chantier, mais quelque chose de sacré, quelque chose de mérité. À la tombée de la nuit, les marches du perron avaient été reconstruites, les anciennes fenêtres changées. Un nouveau tuyau de poêle brillait sous le ciel nocturne, mais c'est une plaque de bois discrètement fixée près de la porte qui les arrêta net tous les deux. Elle était simple, juste son nom gravé avec soin dans les veines du bois, et une ligne en dessous, ce foyer existe parce qu'un homme a vu des traces et a choisi de les suivre. Il resta longtemps à la regarder, la neige tombant doucement sur ses épaules, quelque chose se relâchant dans sa poitrine. Il ne demanda pas qui l'avait écrite. Il n'en avait pas besoin. Le lendemain matin, une lettre arriva dans une enveloppe scellée remise en main propre. L'adresse de retour était estampillée du sceau de la Fondation Beaumont. À l'intérieur, une seule page manuscrite, élégante et concise. Tu m'as dit que je ne te devais rien, alors je ne vais pas t'insulter en prétendant que ceci est un paiement. C'est un legs. En l'honneur du courage que tu as montré lorsque personne ne regardait, lorsque personne ne posait de questions, j'ai lancé une initiative de sécurité hivernale dans toute la région Valpin-sur-Laqueux. Les 5 premières stations de sécurité seront construites autour du lac, feux de secours, refuges chauffés, système d'alerte. Le tout à ton nom, pas pour la presse, pas pour la gloire, simplement parce que c'est juste. Merci de m'avoir rappelé ce que cela signifie. Charlotte. Il la lut une fois, la plia soigneusement et la glissa entre les pages de l'ancienne Bible de Céline, sur la cheminée. 2 semaines plus tard, les stations de sécurité apparurent comme des monuments silencieux, des poteaux rouges solides avec des lampes solaires et des compartiments isolés remplis de couvertures, chaufferettes, fusées de détresse. L'une d'elles avait un banc de bois tourné vers le lac. Une plaque sur ce banc ne portait aucun nom, juste 4 mots, quelqu'un a vu, quelqu'un est venu. Les habitants commencèrent à le remarquer. Un voisin du versant nord déposa du miel frais. Un enfant du village laissa un fagot d'éclats de pain sur le perron avec un mot disant simplement « Merci pour les filles ». Même le shérif passa, maladroit mais sincère, une boîte de café à la main, murmurant que les héros ne portent pas toujours d'insigne. Étienne Marchand acceptait tout cela avec la grâce tranquille d'un homme qui n'avait jamais cherché à être vu, mais que cela ne dérangeait plus désormais. Un après-midi, il trouva une boîte posée sur ses marches, sans carte-point à l'intérieur se trouvaient 2 dessins faits au crayon et au pastel, leurs bords tachés par de petits doigts maladroits. L'un représentait la cabane sous la neige, avec des flocons tombants et un feu brillant derrière la fenêtre. L'autre montrait un homme en chemise de flanelle, tenant les mains de 2 bonshommes représentant les fillettes. Leurs noms étaient écrits en grandes lettres désordonnées au-dessus de leur tête. Claire et Élodie. Et sous le sien, on pouvait lire « Notre héros de la neige ». Alors, il sourit. Pour la première fois depuis ce qui lui semblait des années, il sourit vraiment. Il plaça les dessins sur le rebord de la cheminée, juste à côté de l'ancienne photo de famille, et, d'une certaine manière, il ne se sentit plus à sa place. Plus tard dans la soirée, tandis que le feu crépitait et que la marmite sifflait, ils se tenaient tous 2 près de la fenêtre. Le lac brillait sous la lumière de la lune, à nouveau gelé, mais cette fois, il ne paraissait plus menaçant. Tout autour, des lumières douces éclairaient les lieux où les nouvelles stations servaient de gardiens silencieux, veillant sur l'hiver.
Il leva sa tasse vers l'obscurité, vers cette force qui avait guidé deux petites filles à travers un lac dangereux jusqu'à lui. Il ne croyait pas au destin. Pas vraiment. Mais il croyait au choix, et il avait choisi de suivre les traces. Désormais, le monde était différent, un peu plus chaleureux, un peu plus sûr, un peu moins solitaire. L'hiver s'évanouissait lentement, mais son empreinte demeurait. La neige fondait en rubans légers sur les pentes, révélant un Valpin sur lac transformé, différent de celui qui avait affronté la tempête. Au bord du lac où tout avait commencé, on avait installé un banc, simple et solide, sous les grands pins. Gravés dessus, ces mots. À ceux qui marchent vers les appels ignorés par les autres. Le jour de l'inauguration, les habitants du village se rassemblèrent. Pas de caméra, pas de journalistes. Uniquement les gens du coin, des voisins, et ceux qui avaient aidé, en silence, à reconstruire ce qui avait failli être perdu. Claire et Élodie étaient assises au premier rang, les jambes pendant au bord de l'estrade. Charlotte se tenait devant eux, droite, sereine, tenant une simple feuille de papier pliée dans sa main. Quand mes filles ont disparu dans la neige, commença-t-elle, sa voix résonnant d'une force tranquille, j'ai cru avoir tout perdu. L'argent, les équipes de recherche, la technologie, rien n'est arrivé à temps. Mais un homme, lui, est arrivé. Elle regarda Étienne Marchand, immobile, les yeux baissés, les mains jointes. Il ne savait pas qui elles étaient. Il ne me connaissait pas. Mais il a vu des empreintes. Et au lieu de détourner le regard, il les a suivies. Il leur a offert de la chaleur, un abri, de la nourriture. Il n'a jamais rien demandé en retour. Ce que M. Marchand a fait n'était pas seulement courageux. C'était le genre de courage qui construit l'avenir. Elle fit une pause. Autour d'elle, les têtes s'inclinaient, certains yeux brillaient. Nous avons construit des abris, désormais des stations de sécurité. Nous avons lancé une initiative hivernale en son nom. Mais ce banc, cet instant, c'est plus que des structures. C'est un choix. Un homme. Un geste qui a sauvé des vies. Qui nous a rappelé à tous ce que cela signifie d'être humain. Elle se tourna à nouveau vers Étienne Marchand. Tu n'as pas demandé de remerciements, mais nous te les offrons quand même. La foule se leva, silencieuse, avec respect. Claire glissa sa main dans celle d'Étienne Marchand. Elle ne dit rien, se contenta de hocher la tête, lentement, profondément, avec une gratitude silencieuse. Et à partir de ce jour, chaque fois que quelqu'un s'asseyait sur ce banc au bord du lac, on ne parlait plus de tempête ou de perte. On parlait de l'homme qui était sorti dans le froid et avait ramené deux petites filles vers la lumière. Pas pour la reconnaissance. Pas pour une récompense. Simplement parce que c'était la bonne chose à faire.